Le travail de Jean-Denis Lafitte, donc je vais vous le présenter à sa place ce soir, donc parce qu'il est malade et ne peut pas assurer la visioconférence. Donc je reprends. Donc les monnaies des soldats de guerre et de la forteresse frontalière luxembourgeoise et française de Rodemack en Moselle. Alors le bourg de Rodemack est localisé dans le pays des trois frontières actuelles, au nord du département de la Moselle. Et la restauration pluriannuelle de sa forteresse que vous voyez là en fond d'écran est engagée sous la responsabilité des monuments historiques, a été l'occasion pour l'archéologie de comment de revisiter le passé historique de ce site castral majeur de l'ancien Luxembourg français. Les fouilles ont été réalisées par l'INRAP de 2012 à 2014 sur plus d'un hectare des 3 hectares de la petite citadelle héritée du XVIIIe siècle, et ont permis de retracer les contours des vestiges disparus médiévaux et modernes antérieurs à 1815. Alors, ça marche pas, j'arrive pas à changer. Alors, excusez-moi, parce que je... là, je vais passer comme ça. Je pense que j'ai un petit souci avec... Alors, je t'entends maintenant, mais une partie des gens Voilà. m'ont dit qu'ils ne t'entendaient pas. Ben, il y a beaucoup de personnes qui entendent, donc je ne sais pas d'où vient le problème. Je continue la conférence. Donc, la localité de Rodemack, que vous voyez là à l'écran, donc une localité du pays thionvillois, entre le plateau du Luxembourg au nord-ouest et le Val de Moselle au sud-ouest, est déjà occupée depuis l'Antiquité gallo-romaine. Il y a la voie romaine de Metz à Trèves qui est proche et un castrum de l'Antiquité tardive probable dans les environs. Le lieu est mentionné dans les archives en 893 et la paroisse est attestée en 915 et la première seigneurie féodale date de 1190 à peu près. Là, la carte pour situer Rodemack. Alors, Rodemack est à la frontière de plusieurs du royaume de France, vous voyez ici, du duché de Bar-Lorraine au sud, des 3 évêchés qui sont là au sud, le duché de Luxembourg au nord, l'archevêché de Trèves au nord aussi, et je vais peut-être déplacer voilà, la principauté des 2 ponts en Allemagne. Et Rodemack est situé à 17 km de Luxembourg, à 12,5 km de Thionville, à 10 km de Sierck, à 30 de Longwy, à 39 de Metz et à 42 km de Trèves. Donc vraiment dans un secteur où on voit les frontières qui sont très proches. Les domaines seigneuriaux de Rodemack. Rodemack, en fait, s'est constitué au cours de l'époque médiévale, du XIIIe au XVe, et qui a regroupé un vaste domaine seigneuriaux autour de Rodemack, mais d'autres un peu partout au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Lorraine. On va se rapprocher un peu. Donc, ce vaste territoire seigneurial et rural était essentiellement centré sur le plateau au sud, proche de la capitale luxembourgeoise, qui est le centre du pouvoir du comté-duché, et sur les versants fertiles du Val de Moselle qui constituent leur possession. Donc pendant la période médiévale, les seigneurs de Rodemack augmentent leur domaine en s'emparant des fiefs luxembourgeois importants, comme au nord, on ne le voit pas bien, mais il y a Usseldange, Espérange, Richemont au sud, Fontois qui est ici, et Boulay par mariage, qui est situé en Lorraine allemande. Alors, la carte un peu plus
un peu plus rapproché. Donc, ces puissants seigneurs féodaux sont des proches des comtes du Luxembourg. Ils se sont vus confier sur plusieurs générations le titre de gouverneur du comté de Luxembourg et ils participent bien sûr aux guerres européennes. Ils ont su doter la forteresse et le bourg de défenses importantes et leurs canonniers étaient réputés parce que les Rodemack possédaient des mines de fer et des forges qui leur permettaient de constituer une artillerie de premier ordre. À partir du 19e siècle, pardon, j'ai fait une bêtise, voilà. À partir du XIIe siècle, pardon, Rodemechera, qui est mentionné dans les archives en 1148, est un domaine seigneurial. Et en 1190, Arnaud Ier, ayant usurpé les biens abbatiaux d'Echternach en Luxembourg, fit ériger la première demeure féodale. Celle-ci sera transformée en château-forteresse au début du XIVe. L'enceinte du bourg, elle, est étroitement liée à celle de la forteresse, longue de 1,13 km et conserve encore une bonne partie de ses murailles aujourd'hui restaurées, ainsi que 6 tours de flanquement sur la douzaine à l'origine. Donc, je ne sais pas sur la carte si vous voyez bien, mais bon, il y a quelques tours qui sont là sur les côtés. Alors, ça ne veut plus rebouger. Je ne comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Le site castral médiéval est renforcé au XVIe siècle et au XVIIe. Il domine encore le bourg de ces hautes murailles depuis la falaise. Et le bourg fortifié en contrebas au XVe siècle a été en partie détruit en 1673, puis remis en état vers la fin du XVIIe siècle, restauré encore au XVIIIe par l'armée française qui occupe la plateforme. Donc là, vous le voyez un peu en situation dans le village. Le plan, donc voilà, la citadelle de Rodemack, qui est citée en 1567 au nombre des 20 villes murées du duché de Luxembourg, et comme bonne villette et un château raisonnable, par le topographe florentin Ludovico Guicciardini. La forteresse d'époque luxembourgeoise, puis sa citadelle d'époque moderne, germanique, espagnole et française, a un passé de site militaire stratégique convoité par la France et l'Empire germanique du fait de sa situation frontalière. Elle a subi de nombreux sièges du XVe au XIXe siècle qui ont limité l'expansion de son bourg. Alors, le plan du site archéologique, donc l'espace castral proprement dit, se compose donc en différentes parties. La partie A que vous voyez ici, c'est le château médiéval et sa haute cour. C'est le noyau central de défense qui est situé sur le point le plus haut du site et qui recouvre à peu près 0,4 hectares. Autour, F, c'est le fossé en fer à cheval qui l'enserre, qui fait 160 mètres de long et qui en faisait presque 200 à l'origine. Il a une superficie d'à peu près 0,2 hectares. Ensuite, le B, la basse-cour haute, attenante, qui fait un demi-hectare. D, nous avons l'avant-cour retranchée de l'entrée côté bourg, qui fait un 0,12 hectares. Et puis, D et C, qui sont le môle du pâté d'artillerie nord du fort. C'est un éperon donc c'est là qu'ont été placées les artilleries et qui fait à peu près 0,2 hectares. Autour, vous avez des grands fossés extérieurs et des terrasses de remparts. Donc la superficie de la forteresse atteint 1 hectare 42. Alors là, nous sommes dans l'avant-cour porte basse. Donc si je reviens un petit peu en arrière, c'est-à-dire ici, là, les deux tours que vous voyez là. Donc les fouilles ont été faites en dessous.
Donc ce château fort féodal devient peu à peu une position d'intérêt stratégique avec un système de défense, un armement et une garnison en rapport avec les enjeux de la guerre de Cent Ans et des guerres bourguignonnes et luxembourgeoises du XVe siècle. La cour, donc l'avant-cour de la porte basse de la forteresse du XVe-XVIe siècle qui a été modifiée au XVIIe. Là, vous avez le pâté d'artillerie de la forteresse du début XVIe qui est construit en avant de la porte principale pour verrouiller son accès depuis le bourg. Donc après le démantèlement du château de Gérard de Rodemack en 1483, survenu après sa défaite contre la Ligue des Lorrains, Messins, Luxembourgeois et Impériaux, et sa confiscation effective en 1492 par Maximilien Ier d'Autriche, duc de Luxembourg, la forteresse est confiée à Christophe Ier, margrave de Bade, lieutenant fidèle de l'empereur et nouveau gouverneur du Luxembourg. La forteresse citadelle, vue ici depuis un drone lors de la fouille de 2014. Donc, une plateforme stratégique sur la route du Luxembourg au nord de Thionville qui verrouille l'accès au plateau et à la capitale de Luxembourgville, qui est éloignée seulement de 17 km, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est donc un site patrimonial majeur et unique qui est en cours de réaménagement pour le tourisme. Donc, d'importantes fouilles archéologiques ont permis de réécrire une partie méconnue de l'histoire du lieu. Les fouilles de l'INRAP réalisées en 2012, 2013 et 2014 ont permis d'explorer environ 11 500 mètres carrés sur les 35 000 mètres carrés inclus dans le périmètre des remparts de l'ancienne citadelle. Là, vous avez en couleur les différentes fouilles. Le plan des vestiges architecturaux révélés par les fouilles archéologiques. Donc, les fouilles ont permis de retrouver des bâtiments disparus, des fortifications antérieures à l'état du XVIIIe siècle et encore partiellement préservées de la ruine, dont les vestiges d'une demeure du XIIIe, XIVe siècle, située au centre de la cour haute du château des temps féodaux, qui était inconnu jusqu'alors. Ceux du château du XVe siècle, incendiés et arasés en 1483, très partiellement connus. Des fortifications XVIe siècle incendiées et arasées en 1552, également partiellement connues, et du château Renaissance détruit au début du XIXe siècle. Des casernes et des bâtiments de la citadelle du XVIIe, XVIIIe siècle détruites et arasées au début du XIXe. Alors, l'étude archéologique du site. Donc, c'est un lot conséquent de 294 monnaies découvertes en fouille, dont 22 sont déterminées comme antiques et 272 datables des époques médiévales et modernes, qui a été rassemblée pour une étude numismatique globale. L'ensemble varié étant assez représentatif de la circulation monétaire dans le cadre d'une synthèse archéonumismatique sur ce site fortifié, durablement occupé et de grande taille. Ces numéraires variés correspondent essentiellement à des monnaies de faible valeur, piécettes de cuivre ou d'alliage cuivreux, de bas argent ou de billon, petites unités d'argent perdues et éparpillées sur les différents secteurs durant toute l'occupation du site depuis l'Antiquité jusqu'au début du XIXe siècle. Mais surtout, durant la période moderne, depuis le XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, qui est celle la plus troublée par des conflits liés à la situation frontalière de Rodemack. Les monnaies cuivreuses, ou plus ou moins alliées d'argent majoritaire, représentent en effet presque 75% du lot, contre 25% en argent ou assimilé. Par contre, une seule monnaie d'or apparaît comme rare et exceptionnelle dans ce contexte, mais révélatrice vraisemblablement de la présence d'une aristocratie princière luxembourgeoise, bourguignonne ou impériale sur le site au cours du XVe siècle. Le tableau des monnaies. Donc la grande majorité d'entre elles présentent une usure de circulation importante, voire une usure presque complète. Les monnaies intactes ou presque ayant été perdues peu de temps après leur frappe ou bien thésaurisées plus longuement que la moyenne représentent moins d'une dizaine d'exemplaires sur l'ensemble.
Elles sont le plus souvent en mauvais état de conservation, le métal détérioré par la corrosion ou encore fragmenté ou altéré de diverses manières, oxydation agressive des fonds de latrine ou altération due au feu, rubéfaction. Certaines monnaies ou jetons ont été martelés, poncés, poinçonnés, coupés, rognés, transformés en médailles, cloués ou transformés en rouelles d'éperon. On verra tout à l'heure. Le taux de frais, usure des monnaies dû au frottement ou à leur circulation a été estimé suivant une graduation approximative élaborée à partir de modèles d'évaluation étudiés pour différentes périodes pour la détermination de la date d'estimation de la perte des DEP utile à la datation archéologique. Alors voilà quelques monnaies retrouvées. Donc, vous avez par exemple un denier épiscopal de l'évêque de Metz, Bertram, entre 1180 et 1212, à la main bénissante. Un denier ou une obole de Ferry III, duc de Lorraine, au cavalier levant son épée et galopant à droite. Vous avez aussi, qui est assez bien conservé, un gros de la cité de Metz, frappé entre 1406 et 1415. Donc, et Saint-Étienne agenouillé, en gros plan là, donc il a été très peu usé, pas oxydé, il y a juste un petit coin qui est un peu fendu là. Et aussi des bugnes, des gros bugnes et angevines de Metz du Moyen-Âge. Les quelques monnaies royales françaises de l'époque médiévale, 13e, 14e, donc on reconnaît un denier tournois de Louis IX, Saint-Louis, une obole tournois de Philippe III ou Philippe IV du XIIIe siècle, un denier tournois de Charles IV, un peu plus récent, un blanc guénard de Charles VI, donc 1322. Mais on trouve aussi quelques monnaies bourguignonnes de la Renaissance, donc un patard ou deux gros de Flandre de Philippe le Beau, qui a circulé pendant la première moitié du XVIe siècle, ou encore un gros du comté de Flandre de Marie de Bourgogne de la fin du XVe siècle, qui a été brûlé dans l'incendie du château de 1483. Vous avez aussi donc la seule monnaie de statut aristocratique du site, un noble d'or d'Henri VI, roi d'Angleterre et de France, qui a été frappé vers 1435-1438. Et puis des monnaies ducales luxembourgeoises de la première moitié du XVe siècle, comme un demi-gros. Bon, je vous fais grâce, mon allemand n'est pas très bon, donc un demi-gros du Luxembourg frappé par Jean de Bavière, un 12e de gros également frappé par Jean de Bavière, et un demi-gros frappé par Elisabeth de Görlitz, la veuve de Jean de Bavière. Dans les monnaies, là, nous avons un peu la synthèse de l'origine de la frappe des monnaies dans le cadre régional Lorraine et Luxembourg. Donc la seigneurie de Rodemack, comme on l'a vu, faisant partie intégrante du duché de Luxembourg durant le 15e, 16e et la première moitié du 17e, il était logique de répertorier dans ce lot un certain nombre de monnaies luxembourgeoises. Mais il est étonnamment faible, avec une douzaine d'unités seulement, qui ne représentent que 18% des monnaies régionales proches et 4,5% de l'ensemble du lot. Il s'agit essentiellement de monnaies ducales frappées durant la première moitié du XVe siècle sous Jean de Bavière et Elisabeth de Görlitz, sa veuve, en charge du duché entre 1419 et 1451. Le Luxembourg était perméable aux monnaies messines, Trévire, Lorraine, impériale et royale française. Et la monnaie de Billon messin est diffusée largement dans la région. C'est ce qu'on a vu précédemment avec un coup de monnaie de Messin. Là, nous avons la synthèse sur l'origine de la frappe des monnaies par pays et des grandes entités régionales. Donc, on a constaté que la variété des ateliers monétaires représentés montre un brassage et une large circulation des productions dans et autour du bassin régional européen, Rhin, Moselle, Meuse, effectif surtout depuis le XVIe siècle.
La circulation de monnaie étrangère provenant de l'ère des Pays-Bas bourguignons puis espagnols, du Saint-Empire romain germanique et du Royaume de France révèle bien le fond sous-jacent de la géopolitique européenne du XVe au XVIIIe siècle. La répartition entre Royaume de France et Europe germanique se fait approximativement entre 40% et 60%, ce qui dénote l'influence locale germanique forte sur la Lorraine et le Luxembourg, ainsi que l'apport de monnaie prise sur les champs de bataille en Allemagne et aux Pays-Bas espagnols. Donc là, vous voyez, il y a des LR, un épigraphe, une IFAS et des monnaies de Strasbourg à la fleur de lys. Germanique. Des monnaies de l'ère de l'ère du Saint-Empire germanique. Donc la place forte a connu de nombreux sièges depuis le début du XVIe. Les armées de mercenaires et lansquenets allemands, suisses et autrichiens ont laissé des indices de leur passage sur le site, surtout vers 1540, 1550, 1560, lors du passage des armées de Charles Quint. Ces monnaies rapportées représentent 19% du lot, dont 3,3 proviennent de Saxe, 1,8 de Bade-Württemberg, 1,8 d'Alsace, 4 de Bavière, 1,4 d'ateliers allemands indéterminés et 0,3 de Halle en Tyrol. Là, vous voyez représenter un 3 Kreutzer de Ferdinand Ier de Habsbourg, archiduc d'Autriche, comte de Tyrol. Les monnaies de l'ère du Saint-Empire germanique, donc en voici quelques exemplaires. Le groschen d'argent des principautés et villes libres allemandes est présent dans les couches d'incendie des bâtiments détruits lors des combats de 1552 pour la prise de la place forte par les troupes du roi de France Henri II. Elles proviennent des villes d'Osnabrück, de Goslar, d'Hildesheim, de Göttingen et de Blankenburg. Les mercenaires allemands ont, semble-t-il, participé au combat avec les troupes impériales de Charles Quint à Rodemack, Metz et Thionville. Donc là, vous avez différents Mariengroschen des principautés allemandes, donc en haut de Scheim, là de Göttingen, sous de Goslar, et des petits shillings de la principauté épiscopale d'Hildesheim, en Basse-Saxe. Aussi un petit monnayage d'argent des principautés et des villes libres allemandes, et qui est surtout représenté par des Heller, un épigraphe, une IFAS, appelé donc Schüsselheller, Hollringheller, Schüsselpfennig dans la région rhénane. Ces fines pièces d'argent proviennent de Saxe, de Bade-Württemberg, d'Alsace, de la vallée du Rhin, de Bavière, des ateliers allemands indéterminés. Elles sont souvent très usées, elles ont été émises à la fin du XVe ou au début du XVIIe et ont circulé durablement jusqu'à la guerre de 30 ans, vers 1640 jusqu'à Metz. Là, vous voyez les différents LR en épigraphe de la ville de Cologne, de Jean Ier régent de Pfalz-Zweibrücken, de la ville de Coblence, ou encore un shilling d'Hermann V, de l'archevêque de Cologne. Il y a aussi quelques monnaies de l'ère espagnole, Pays-Bas espagnol, Franche-Comté, de la fin du XVe, XVIe et XVIIe siècle. Donc, quelques rares monnaies d'argent espagnol frappées au XVIe siècle ont été découvertes sur les sols des bâtiments incendiés en 1552 lors du passage des troupes d'Henri II et pendant les guerres de religion. Donc, vous voyez des réals des rois catholiques Isabelle et Ferdinand, des blancs de Charles Quint frappés à Besançon, un patard de Philippe II d'Espagne frappé en Brabant espagnol, et voire même des sols de la République de Genève frappés en 1550 à Genève, bien sûr. Les autres monnaies, donc quelques rares monnaies d'argent et de billons royales françaises, frappées au XVIe siècle,
découverte aussi dans la forteresse prise en 1552 par les troupes d'Henri II et de l'amiral de Coligny. Donc, ce sont des témoins qui confirment les faits historiques. Donc, un douzain, pardon, un douzain en croissant d'Henri II frappé en 1550, un liard à lèvres couronnées de François Ier, un double tournoi du Dauphiné de François Ier qui ont été donc découverts qui correspondraient à l'attaque de 1552. Un tableau synthétique de l'origine des monnaies de l'ère espagnole. Donc, les provinces espagnoles des Pays-Bas catholiques sont représentées par quelques monnaies de cuivre frappées dans les Flandres, à Bruges, à Anvers, dans le Brabant, à Bruxelles, dans le Hainaut, à Tournai ou encore à Maastricht, ou encore dans la principauté ecclésiastique de Liège, le comté de Namur, et surtout pour les règnes de Philippe II et d'Albert et Isabelle. Elles ont été perdues lors des guerres de religion à la fin du XVIe siècle et au début de la guerre de 30 ans, donc 1618-1648. Par exemple, un escalin au lion de Philippe IV de Habsbourg qui était frappé entre 1620 et 1629. D'autres illustrations de monnaies cette fois-ci encore espagnole. Donc en haut, là, vous avez un réal ou un macucuino des Indes occidentales espagnoles frappé sous Philippe III ou Philippe IV, roi des Indes. Donc l'atelier, c'est un O, alors peut-être MO, est-ce que c'est Mexico, est-ce que c'est un atelier espagnol, ça reste à déterminer. À côté, vous avez un Carolus d'Albert et Isabelle qui est frappé à Maastricht. Là, donc, je vous le disais tout à l'heure, là, c'est un liard des Pays-Bas espagnols qui a été transformé en roulette d'éperon. On arrive quand même à repérer le liard. Nous avons aussi donc un double tournoi de François de Bourbon, prince de Conti, qui était frappé à Château-Regnault, Sedan. Et puis des monnayages luxembourgeois de la période, donc de 1633 à 1642 pour le XVIIe siècle, sous Philippe IV, le duc de Luxembourg. Donc un demi-sou, demi-stiver frappé en 1642 et un sou là, frappé en 1633 à Luxembourg. Alors, toutes ces trouvailles, on va les replacer dans les faits militaires qui structurent l'histoire du site. On peut voir trois grandes périodes depuis la fin du XVe siècle et le début du XIXe. Donc, plus de 14 sièges et combats, 20 périodes de guerre durant ces 3 siècles. Donc, durant le XVIe siècle, 3 sièges, 5 périodes de guerre. Le cadre politique principal, ce sont les guerres expansionnistes des rois de France menées sur les frontières du nord et de l'est du royaume de France, et les guerres de religion en Allemagne et aux Pays-Bas espagnols. Durant le XVIIe, on a 9 sièges, une douzaine de périodes de guerre. Là, ce sont les prétentions territoriales de Louis XIII et Louis XIV sur les duchés de Bar-le-Rhin et de Luxembourg. Durant le XVIIIe siècle, un seul siège, 2 périodes de guerre. Là, le cadre politique principal, ce sont les guerres européennes et germano-autrichiennes. Et puis, début XIXe, un siège, une période de guerre, guerre napoléonienne, avec le démantèlement de la place forte dans les années 1820. Donc, encore quelques monnaies qui ont été trouvées lors des fouilles. Donc, un double de Sedan de François-Maurice de la Tour du Pin, des monnaies de Nancy, d'Henri II, duc de Lorraine, donc dans le contexte de la guerre de 30 ans. Durant le XVIe siècle, donc on a dit qu'il y avait 3 sièges et 5 périodes de guerre. C'est les guerres expansionnistes du roi de France pour la conquête des frontières du nord, de l'est du royaume, et les guerres de religion en Allemagne et aux Pays-Bas espagnols. Alors pour le lieu, dès 1514, c'est une première tentative de prise de force de Thionville et Rodemack par Robert de la Marck, duc de Bouillon, seigneur de Sedan, pour le roi de France Louis XII. En 1542-1543, là c'est François Ier de Lorraine-Guise qui occupe Rodemack et une partie du Luxembourg pour le roi François Ier. La place forte est restituée en 1544 suite au traité de Crépy. En 1552, la prise de Rodemack
par l'amiral de Coligny, le duc de Guise, dans la défense de Metz en 1552 pour le roi de France Henri II, conduit à la défaite écrasante de Charles Quint. Donc c'est lors de cette période où on a retrouvé beaucoup de monnaies que je vous ai montrées précédemment, 1552. En 1558-1559, prise de Thionville par le duc de Guise et le maréchal de Vieilleville, qui est rendue en 1559 suite au traité de Cateau-Cambrésis. Et en 1565, 71, 75, il y a les troubles militaires dans le Luxembourg allemand, le passage des troupes de Ferdinand de Tolède, duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas espagnols, sous Charles Quint et Philippe II, et les guerres de religion en Allemagne, Pays-Bas espagnols et en France. La forteresse donc germano-luxembourgeoise du XVIe siècle, révélée par l'archéologie, a été occupée par de grands seigneurs, gouverneurs du duché de Luxembourg, au service des empereurs germaniques, dont Christophe II, margrave de Baden-Rochenmachern, remplacé à la fin du XVIe siècle par Pierre-Ernest de Mansfeld, gouverneur des Pays-Bas espagnols. Donc là, lors des fouilles, ça a permis de découvrir un redent d'artillerie, un bastion sud d'artillerie, un casernement, peut-être arsenal et des écuries ici, un château neuf, l'avant-cour et le pâté d'artillerie. Donc les seigneurs, donc la forteresse germano-luxembourgeoise, il y a les seigneurs princiers de la forteresse, et donc a été retrouvé un témoignage précieux de ce passé princier. C'est le sceau sigillaire de Cécilie de Suède et de Christophe II de Baden, qui était brisé en deux et brûlé. Donc Cécilie de Suède-Vasa, c'était la fille du roi Ericsson de Suède, qui s'est mariée en 1564 au margrave de Baden, donc Christophe II, qui était seigneur de Rodbach. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu rapide. Donc dans les fouilles, la découverte d'un redent d'artillerie, le casernement, une grange seigneuriale, le château neuf et un atelier métallurgique qui a été mis à jour. Donc là, on va voir. Voilà, donc les fouilles de la base du rempart. Du XVIe siècle. Ensuite, voilà le château seigneurial Renaissance sur une cave cellier qui a été construit vers 1567 et donc un dessin du XVIIIe qui le représente. Les fouilles de la basse-cour, avec les vestiges des soldes d'écuries et de granges du XVe et XVIe siècle, donc c'est ce qu'on voyait en haut du plan. Et des exemples de mobilier archéologique qui sont issus des contextes militaires du XVIe siècle et associés aux monnaies. Donc là a été retrouvé une ardoise, une chupen, avec un graffiti représentant un personnage masculin. Alors un lance-quenet, donc un militaire de l'époque, dans un contexte du mi-XVIe siècle. Donc on va voir un peu mieux, voilà, le graffiti sur son ardoise et des gravures de l'époque représentant un lance-quenet vers 1520-1530 qui sont semblables au graffiti avec le costume bien reconnaissable. Et on va en voir un autre là qui montre à quoi ressemblaient les fameux lance-quenets de cette époque. A été redécouvert aussi un fragment de carreau de poêle graffité qui représente un soldat cuirassé. Donc on voit l'épée et puis la cuirasse haute et les jambes cuirassées, des éléments de cuirasse dans un contexte du XVIe siècle.
Et voilà, donc pour illustrer donc le fragment de carreau de poil et le soldat cuirassé de l'époque, donc vers 1550 et 1560. L'illustration correspond parfaitement. Donc a été découvert aussi du mobilier archéologique issu des contextes militaires, à savoir des nombreuses boucles de ceinture en bronze doré, des morceaux de ceinture, des attaches de cuirasse ou encore des petites attaches comme ça, petites étoiles d'armure. Donc voilà d'autres découvertes, donc boucles de ceinture, attaches, agrafes en bronze dans un contexte 16e et début 17e, dans un style plutôt baroque Renaissance, l'habillement certainement des militaires. Encore quelques boucles et attaches en bronze, cette fois-ci dans un contexte du XVIe siècle. Les fameux rivets qu'on voyait tout à l'heure en bronze doré, qui en fait servaient d'attache aux bourguignottes, donc au casque de l'époque. Donc on voit là le gros plan de ces petits rivets. Ont été trouvés aussi donc, des armes, ou en tout cas des vestiges d'armes blanches notamment. Donc là, une garde d'épée de type rapière allemande. Donc là, vous voyez en haut la trouvaille, et puis là, c'est une reconstitution telle qu'elle était, vers 1590, 1600. Et puis aussi des attaches de dagues en bronze de la période 1520-1580. D'autres objets militaires, donc des chausses-trappes pour piéger les fantassins, une dague en acier dans un contexte 15e, début 16e, donc telle qu'elle a été découverte en haut et puis ensuite restaurée. Vous avez également donc des munitions, qui sont témoins des combats franco-impériaux espagnols. Donc en haut, donc des boulets en pierre, en basalte et en calcaire dans un contexte du XVIe siècle, qui étaient tirés donc par ce genre de canon. Et dans les fouilles, donc il y a eu des boulets complets et des fragments en calcaire gris. Donc 75 boulets et fragments qui ont été récoltés en 2013 et 2014, qui sont des indices de rude combat. Ces boulets, donc, vous voyez en haut, qui vont être tirés par des canons assez gros, donc les diamètres sont 20-21 de diamètre au XVIe siècle. Des diamètres un petit peu plus petits, voici 10-11 cm, et des boulets, donc ça c'est en pierre, et des boulets en fonte qui ont été découverts dans un contexte 16e. Donc on note au passage le passage du boulet en pierre au boulet en fonte de fer dans la période 1560-1590 dans les artilleries royales françaises, impériales et espagnoles. Dans les munitions aussi, on a trouvé des petits boulets comme ça en bronze ou pommelés d'arc-but ou petites coulevrines. Donc la coulevrine, c'est voilà, ces petits canons-là, c'est l'ancêtre des fusils, on pourrait dire, et aussi des fragments de ces boulets qui ont éclaté. L'arc-but, donc voilà à quoi ça ressemblait. Et donc, il y a des fragments de ces tubes de l'arc-but qui ont été retrouvés aussi en bronze éclaté. Donc, on voit un petit peu la forme qui devait être hexagonale qu'on a retrouvée, et puis l'intérieur du fût. Donc, on peut supposer que c'est une arquebuse qui a explosé ou qui fait plus son office, qui a peut-être et du coup, les morceaux ont été retrouvés sur place.
Dans les fouilles, ont été retrouvés aussi un grand plat de service en céramique à glaçure, avec la date de 1634 inscrite dessus. Donc tout ça pour la période, pour cette période-ci. On refait un petit rappel historique durant le XVIIe siècle. Tout à l'heure, on était au XVIe, on passe au XVIIe. Donc, 9 sièges, une douzaine de périodes de guerre. Là, la prétention territoriale de Louis XIII et Louis XIV sur les duchés de Lorraine-Bar et de Luxembourg. Donc là, beaucoup de dates. En 1630-1633, l'invasion des troupes suédoises alliées de la France en Lorraine, occupation militaire, intensification des ravages de la guerre de 30 ans. En 1636, donc les mercenaires croates qui ravagent le secteur de Thionville, Rodemack, Briey, etc. En 1637, c'est le maréchal de Châtillon qui mène campagne pour le roi de France contre le Luxembourg espagnol. En 1639, la prise de Rodemack par le gouverneur français de Verdun pour préparer le siège de Thionville. En 1639-1643, la reprise espagnole de la place forte de Rodemack. En 1643-1644, la reprise par les troupes du Grand Condé après la reprise de Thionville sous Louis XIII. En 1645, la place est rendue aux Espagnols de Thionville, mais ruinée. En 1659-1662, l'Espagne cède Thionville à la France par le traité des Pyrénées, qui ne rend pas Rodemack. En 1676-1673, le maréchal de Créqui fait occuper Rodemack. C'est la déclaration de guerre de Louis XIV au Luxembourg en 1673 et la réplique des Espagnols qui capturent la garnison française. En 1674, M. de Louvigny, commandant de Luxembourg, fait détruire à coups d'explosifs les murailles et les défenses du fort de Rodemack, considéré comme une base arrière pour la France en cas d'attaque de Luxembourgville. En 1677, les mouvements de troupes d'impériaux et du duc de Lorraine qui ravagent la province luxembourgeoise. En 1678, les troupes royales de Louis XIV s'emparent à nouveau de Rodemack avec les 20 villages de la seigneurie. Remise en état des défenses, travaux de fortification et réarmement de la nouvelle citadelle, création de bâtiments militaires, poudrières, casernement à la Vauban pour une garnison permanente, secondant au nord la place forte de Thionville. En 1683-1684, l'occupation française du Luxembourg, destruction de nombreux châteaux et places avant le siège et la prise du Luxembourgville. Et enfin, en 1678-1697, l'occupation française de la seigneurie de Rodemack et Roussy, malgré le traité de Ryswick de 1667. Donc voilà, la citadelle royale française, cette fois du XVIIe siècle. Là, on y trouve l'empreinte de Louis XIV. C'est un avant-poste de la citadelle de Thionville, comme on dit, qui est prêt pour l'invasion du Luxembourg. Donc le Luxembourg français est conquis avec Rodemack depuis 1678 et Louis XIV va demander la création d'une citadelle royale française en avant-poste de celle de Thionville et Metz qui sera prête pour l'invasion du Luxembourg qu'il réalise en 1683. Donc là vous voyez en orange en fait tout ce qui a été refait à cette époque sous Louis XIV. On passe à la citadelle royale française du XVIIIe. Donc là, c'est les agrandissements sous Louis XV. Donc c'est une citadelle frontière avec Thionville. Et la citadelle royale française, elle sera renforcée sous Louis XV au XVIIIe siècle avec un nouveau corps de caserne, des corps de garde et une chapelle Saint-Louis. Donc c'est ce que vous voyez là en violet. Donc, pour pouvoir loger les fantassins en uniforme tels qu'ils sont représentés là en bas à droite en 1774. On arrive déjà à la conclusion, j'ai peut-être été un peu rapide. Donc, nous n'aurons pas le temps de présenter les résultats numismatiques concernant les règnes de Louis XIV à Louis XVI et de la Révolution française jusqu'à l'Empire, parce que cela pourrait faire l'objet d'une seconde conférence. On peut juste préciser que 104 monnaies de type liard, sol et division d'écus ont été récoltées dans le contexte de la citadelle française, qui traduisent la solde des régiments français durant cette période.
Ce lot important représente 38% des monnaies de fouille, dont 10% proviennent des ateliers régionaux de Metz et Strasbourg qui fournissent les militaires des frontières de l'Est. Donc là, vous voyez deux exemples, un 12e d'écu de Louis XV de 1538, donc frappé dans l'atelier de Metz, et un liard de Louis XIV de 1657 de l'atelier de Lyon. Le passé guerrier qu'a subi la forteresse citadelle de Rodemack, de par sa situation frontalière séculaire, a entraîné des destructions régulières des lieux de vie des populations aristocratiques et militaires qui y résidaient, c'est ce que nous avons vu, qui ont été suivies par des phases de relèvement des fortifications et d'agrandissement des bâtiments. Ces différentes phases historiques qui se sont succédées et qui se lisent dans les stratigraphies du site fouillé ont favorisé la conservation de nombreux objets de la vie des occupants du lieu et en relation avec les événements guerriers, dont les monnaies des soldats dispersés et perdues régulièrement dans et autour des habitats. Confrontés aux découvertes numismatiques et archéologiques de ces dernières années réalisées dans la région, les nouvelles monnaies issues d'un site remarquable complètent et élargissent nos connaissances sur les monnaies échangées en Lorraine et au Luxembourg depuis la période médiévale à l'époque moderne, mais surtout pour la période du XVe au XVIIIe siècle, où elles sont les plus nombreuses, ainsi que celles sur la circulation monétaire dans le cadre d'un site frontalier, castral, noble et militaire durant ces époques. Voilà, donc on va conclure sur une phrase de Marc Bonpère qui disait « Ces piécettes que l'on pouvait se résoudre à perdre ou à abandonner, mais dont l'on avait toujours grand besoin. » Voilà, c'est terminé pour ce qui concerne la conférence donc, de Jean-Denis Lafitte. J'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde. J'aurais bien entendu préféré que ce soit Jean-Denis Lafitte qui présente son travail. Malheureusement, comme je l'avais indiqué au début, il est indisponible et il est malade. Et donc, il m'a confié son PowerPoint pour vous le présenter ce soir. Donc, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, bien que ce ne soit pas ma partie. Ce que je vais faire, je vais vous donner le mail de Jean-Denis Lafitte. Il est tout à fait d'accord pour. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez vous adresser à lui via son mail que je vais mettre dans le lien de discussion. Voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, veut dire quelque chose, je le cède volontiers. Merci. Au revoir à tous. Au revoir et merci. Au revoir, merci. Au nom de tout le monde, je tiens à te remercier d'avoir tenu et de nous avoir permis de suivre cette conférence. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci. Au revoir. Super, merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. À bientôt. J'ai mis le lien dans les discussions. Si les personnes veulent le récupérer, vous pouvez. Formidable. Par contre, ça m'a mis des majuscules au prénom. C'est sans majuscules. Voilà, je voulais le préciser. Ok, merci. Merci Eric, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Jonathan Larache, je m'excuse d'intervenir, mais étant donné qu'on a le droit à la parole, je me permets, Eric, est-ce qu'il y aura une notice de cette trouvaille avec tout l'ensemble des monnaies lorraines qui a été trouvée? Je suppose qu'il va y avoir une publication, mais je pourrais pas. Attends, je vérifie quand même parce que j'ai quelques éléments supplémentaires. En fait, il y a eu tous les diagnostics qui ont été publiés. Seconde. En fait, c'est surtout les diagnostics qui ont été publiés, les diagnostics archéologiques.
Et ben voilà, un futur bel article pour les cahiers numismatiques. Je pense qu'il faudrait poser la question directement à Jean-Denis, mais je pense qu'effectivement, il va y avoir une publication. En tout cas, là, ce que je viens de vous présenter, ça a été enregistré, donc ce sera disponible en vidéo sur le site de la Sénat. Donc, si j'étais un peu rapide ou si je suis passé un peu vite sur certaines diapos, on pourrait faire un arrêt sur image ce sera peut-être plus parlant que de l'avoir vu passer comme ça un petit peu rapidement. D'accord. C'était surtout en fait dans le cadre où je fais un peu de recherche sur les monnaies de messe et que je cherche des choses comme ça peut être intéressant de pouvoir reprendre ces informations-là, quoi. Ben oui, oui. Mais je pense que ça doit être disponible auprès de Jean-Denis. Super. Je pense, Jonathan, tu étais aux journées de Metz, si je me rappelle bien, et que tu avais discuté en plus avec Jean-René Lafitte. Il était là et il était parmi nous. Et justement, il avait interrogé certains d'entre nous pour des renseignements sur les différentes monnaies qu'il pouvait avoir trouvées sur le site, en fin de compte. Hein. Oui, d'accord, c'était ce site-là alors. Voilà, je pense que c'est de celui-là hein, dont il nous parlait à ce moment-là. Hein, mais je pense qu'autrement, tu as vu, il est d'accès très facile, donc il se fera certainement un plaisir à ce niveau-là de te renseigner. Ah ben ça serait un grand plaisir de reprendre contact avec lui, effectivement. Voilà, exactement. Non, ce qui est surtout très intéressant au niveau de cette communication, c'est de voir le melting pot. C'est vrai qu'on l'a un tout petit peu oublié depuis qu'on est passé à l'euro, mais que pouvait connaître donc l'Europe avant 2002, et encore plus au 16e, 17e et même encore au 18e siècle. Parce que quand on voit toutes ces espèces qui circulent, bon, elles ont été perdues à un moment ou un autre par les différents belligérants, les différents passagers, les différents habitants, mais à un moment donné, ces monnaies-là devaient circuler. Et pour payer des choses ou pour faire du troc, ça devait être un sacré problème quand on devait échanger une bugne ou un gros contre un escalin, contre un patard, contre un sol et contre tout ce qu'on veut. Franchement, on est content. Là, on est content d'avoir une monnaie unique dans ces cas-là, hein, parce que sinon les problèmes de change. Moi, ça me rappelle un petit peu quand j'allais à la bourse de Tirlemont, que certains d'entre vous connaissent, en Belgique, et où quand je revenais avant 2001, où il fallait que je fasse les comptes en francs belges, en gulden hollandais, en Deutschmark allemand, parfois en livres sterling, en francs français bien sûr, plus 2-3 autres monnaies. Voilà. Et il fallait tout mettre en francs français. Très bon problème pour des niveaux de cours élémentaires, cours moyens, et voire même aujourd'hui de collège ou de lycée. Donc il fallait qu'ils soient quand même sacrément doués, nos ancêtres en manipulation monétaire. Ouais, il va avoir des loupés certainement, mais peut-être un peu moins. Ou des échanges au jugé. C'est-à-dire, c'est grosso modo le même poids, ça ressemble à la même chose, etc. Et puis on essaye de faire avec. Bah, surtout qu'il y a des monnaies qui viennent de loin. Voilà. Ah bah, toutes les monnaies allemandes, là. Les monnaies de Saxe et de Bad Saxe, ou même d'Espagne, certaines, on voit bien que c'est des mercenaires, hein, de toute façon. Oui. Et c'est pareil, moi qui suis originaire, ma famille est originaire de Thionville et des environs de Sierck, de Mercy-le-Haut. C'est vraiment, on est à 15 km à vol d'oiseau de tout ça. Ils ont vu du monde passer entre le 16e et le 19e. Hein. Et on ne parle pas de la guerre de 70 ou de la guerre de 14 ou celle de 40. Hein. Oui, même au XXe siècle, ils ont vu passer du monde. Exactement. Non, mais donc, ça ne devait pas forcément être évident tous les jours, à part peut-être les familles justement plus nobles ou les militaires, être habités dans le village à côté, ça ne devait pas forcément être drôle tous les jours. Non, c'est sûr. En tout cas, c'est un exposé très intéressant et c'est tout à fait à l'image de ce que nous avait présenté justement M. Lafitte lors de sa conférence à Metz, qui était sur une période différente, mais qui montre bien la diversité, la multitude des facettes de cette région qui est extrêmement riche en fin de compte et extrêmement intéressante.